Invité le professeur Enrique Casalino. Merci d'être avec nous. Infectiologue, chef du service des urgences de l'hôpital Bichat. Je voulais d'abord vous faire réagir à cette toute dernière information. Les États-Unis qui déconseillent fortement aux Américains de se rendre en France pour les voyages non essentiels en raison de la flambée des cas de Covid. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, les autorités sanitaires américaines en gros, ont relevé au niveau 4 l'avertissement sanitaire concernant la France. Tout ça c'est justifié selon vous déconseillé d'aller en France, on fait partie des pays très à risque. Ce sont toujours des décisions politiques, mais il est vrai que si on regarde de façon froide et pragmatique nos chiffres ne sont pas bons. Nous avons une augmentation, le R, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées à partir d'un cas index, est supérieur à 1 partout, sauf en Guyane. Mais avec un taux d'incidence très élevé, on peut se poser la question. Mais il est supérieur à 1 partout. Donc la courbe ne peut qu'augmenter irrémédiablement dans les semaines à venir, sauf, et je pense que c'est vrai, je le vois un peu dans la rue, si chaque Français assume sa part de responsabilité. Je vois dans la rue. Alors, c'est-à-dire, plus de personnes. Ça passe par quoi d'assumer sa part de responsabilité ? Ça passe par porter le masque, par se laver les mains, par éviter les lieux de rassemblement, par faire attention, avoir une attitude de prévention. Porter le masque à l'extérieur, c'est ce que vous préconisez ? À l'intérieur, la plupart des gens le portent. C'est quelque chose qu'on a vu, même pendant l'été, alors que le discours était ambigu. Les gens l'ont fait. Moi, je vois dans la rue, regardez vous-même, il y a plus de personnes qui portent le masque pour des trajets, pour aller au magasin, sortir et changer de magasin, parce que mettre ayant levé, c'est pas une bonne stratégie. On s'y perd. Et donc, il faut aussi le garder, ce masque, contrairement à ce que dit ce décret qui dit on peut l'enlever dans les lieux où le pass sanitaire est nécessaire. Vous conseillez de le garder, le masque en intérieur ? En extérieur, moi je pense qu'il faut le garder en extérieur. C'est plus simple de le garder en extérieur, il faut le garder en intérieur et il faut faire très attention à bien le porter. Le masque doit aller de la racine du nez à en bas le menton. Porter le masque sous le nez, ça n'a absolument aucun sens. Là par exemple, avec le pass sanitaire, le gouvernement a dit dans certains lieux où il y a le pass sanitaire, les cinémas par exemple, sauf décision du préfet, finalement, vu qu'il y a le pass sanitaire, vous pouvez enlever vos masques. Est-ce que ça... Vous pensez que c'est irresponsable en ce moment ? Non, je pense qu'on peut le faire parce que le fait d'être vacciné réduit de façon importante, très importante, le risque d'acquérir une infection, le risque de transmettre l'infection et le risque de faire des formes graves. Donc, pour notre système de santé, c'est très bien d'être vacciné. Ça permet quand même de mieux maîtriser, mais il ne faut pas penser que parce qu'on est vacciné, tout est réglé. Il faut continuer à respecter les règles barrières. Il y a aussi avec le pass sanitaire des gens qui peuvent avoir leur pass parce qu'ils ont fait un test. Oui. Donc est-ce que c'est pas prendre un risque de dire si vous êtes dans un cinéma que vous avez le pass, c'est bon, on enlève le masque ? Oh, il y a toujours un risque. Si je vous dis tout de suite, on va prendre un café dans le bistrot d'en face et on traverse l'avenue, il y a toujours un risque. On va faire attention, on va respecter le passage clouté, on va faire attention au feu. Et avec ça, on réduit de façon massive notre risque. Il faut simplement jouer avec des risques et les réduire le plus bas possible. On ne peut pas vivre dans un monde aseptisé et parfait. Ce n'est pas possible. Alors, on va dresser bien sûr dans un instant le bilan de cette première journée du pass sanitaire, mais quand même, l'actualité est un peu brûlante. Là, c'est notamment les Antilles, où la situation a l'air de dégénérer. 3 semaines de confinement strict supplémentaire déclarées là aujourd'hui. Comment vous décririez la situation là-bas ? Je pense que la situation a été décrite comme un collapsus total du système de santé, surtout en Guadeloupe, où les taux d'incidence sont plus élevés. Le R0 est à 2,2. 2,2. Donc chaque personne contaminée contamine plus de 2 personnes. Plus de 2 personnes. En France, dans tous les départements, nous sommes à plus de 1. 1,16, 1,4. Mais nous sommes aux alentours de 1. Mais en là-bas, métropole. à 2,2. En Guadeloupe, en Martinique, c'est un peu moins. Ça n'empêche que la situation est extrêmement critique. Le système de santé a collapsé. Et l'explication est très simple. Les Américains viennent de publier que, en fonction du taux de vaccination de la population, on voit les services de réanimation se remplir de façon inverse. Plus on vaccine, moins les services de réa se remplissent, moins l'hôpital se remplit.
Aux Antilles, ils sont à 20% de taux de vaccination. Donc il est indispensable, malheureusement, de réappliquer des mesures de confinement que nous, en métropole, probablement, on pourrait s'en passer grâce à la vaccination. Mais, en même temps, il faut vacciner. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas un discours volontariste à mes amis des Antilles, vaccinez-vous, mes amis. Protégez-vous et protégez vos proches. C'est la seule solution là, pour calmer la situation. Mais il faut absolument confiner comme ça a été fait. Prendre des décisions douloureuses, c'était indispensable compte tenu du taux de transmission et du taux de réplication virale. Mais si on veut regarder à l'horizon et dire qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, la seule solution, c'est de vacciner. Et actuellement, le taux de vaccination est au maximum de 20%. Donc, il faut vacciner pour atteindre 60 ou 70. Et je ne vois pas d'envolée du nombre de vaccinations actuellement aux Antilles. Il faut rappeler à nos amis antillais, il faut se vacciner. Vous avez entendu l'appel d'Olivier Véran pour les Antilles, là encore, qui a demandé aux soignants volontaires d'aller prêter main forte aux Antilles. 240 soignants qui décollent à partir d'aujourd'hui. Vous saluez cette démarche solidaire ? Ah mais c'est normal, nous sommes une nation, numéro un, les Antilles, ça fait partie de la France, et c'est normal que nous soyons solidaires entre nous. Nous sommes un système de santé qui lutte contre les silos, et on veut être beaucoup plus transversaux. C'est normal que nous soyons solidaires avec toutes les régions et qu'on s'entraide. Paris a été très, très fortement aidé pendant la première vague, où les cas se concentraient beaucoup plus à Paris que dans le reste de la France. C'est normal que nous soyons en soutien à nos équipes. Nos équipes, parce que les gens qui sont là-bas font partie de nos équipes aussi. La difficulté, c'est que nous-mêmes, nous sommes en difficulté. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça vous met pas un peu plus en difficulté de perdre aussi ces soignants, ça reste jouable ? Nous sommes en période estivale, même si nous étalons énormément les vacances, nous avons du personnel en congé pendant le mois de juillet et août. Nos hôpitaux sont eux-mêmes avec des fermetures de lits en réanimation, en médecine. Après une année tellement difficile, il a fallu donner des vacances au personnel. Aujourd'hui, avec les plans blancs, si on devait dire à notre personnel les vacances sont annulées, vous partez pas ou vous arrêtez vos vacances et vous rentrez pour travailler, ce serait quelque chose de très difficile. Donc nos marges de manœuvre sont étroites, il faut regarder vers l'horizon, et vers l'horizon, qu'est-ce que nous voyons ? Des R0 supérieurs à 1, une augmentation progressive, lente, mais une augmentation quand même de la demande de lit, de plus en plus de patients jeunes qui arrivent en réanimation. De quel âge ? Je peux vous dire qu'avant, dans la première vague, c'était 70-80, dans la deuxième, 60-70-80. Là, nous sommes à 30, 40, 50, 60. Donc, incontestablement, il y a eu un rajeunissement et ce sont des personnes qui ont besoin d'aller en réanimation. C'est une épreuve, ne pensez pas. Je suis réanimateur à la base. Mon patron disait qu'est-ce qui peut arriver de pire que de mourir en réa. C'est quand même une solitude, des horaires contraints dans les visites, des soins très lourds, une humanité que même si nous faisons des efforts colossaux pour la garder, une humanité qui est quand même violée, nous devons comprendre que c'est une épreuve très douloureuse. Et là, il ne s'agit pas de protéger nos équipes, c'est vraiment de protéger chaque Français. Et vous le ressentez à l'hôpital Bichat. Je rappelle que vous travaillez à l'hôpital Bichat à Paris. Je peux vous donner un chiffre. Hospitalisation. Il y a 4 ou 5 semaines, c'était moi qui étais en vacances. Je téléphonais régulièrement, comment ça va ? Aujourd'hui, aucun patient aux urgences, aucun patient hospitalisé. Les patients pouvaient venir, étaient diagnostiqués, mais ils rentraient à la maison. Dans la semaine, il y en avait un qui nécessitait une hospi, ou 2 dans la semaine. Il y a 2 semaines, nous étions à 1 ou 2 par jour. Le week-end dernier, la semaine dernière, on était à 2 ou à 3. Hier, je suis arrivé à Bichat, il y en avait 5 patients qui attendaient un lit dans l'hôpital. Donc c'est représentatif d'une Donc on sent à l'échelle même d'un hôpital, vous voyez, on n'a même pas besoin de faire des chiffres macro. À l'échelle d'un service d'urgence, c'est le plus gros de Paris, Bichat, on sent cette courbe qui augmente, cette pression qui augmente. Nous avons dû, très symptomatique, remettre en place des cellules de crise à l'hôpital pour gérer les lits, gérer les orientations des patients, comment on gère au mieux notre personnel. Donc la situation est in crescendo dans le niveau de tension. Et les personnes qui sont en réanimation dans vos services, c'est uniquement des gens non vaccinés ? C'est des gens non vaccinés.
sauf exception qu'on entend parler dans un hôpital ou dans un autre, essentiellement ou très souvent des personnes qui ont des maladies chroniques très lourdes ou très âgées, on sait que la production d'anticorps est compromise. Aujourd'hui, ce sont des personnes non vaccinées. Aujourd'hui, le discours anti-vax ne peut plus être écouté, ne peut plus être prononcé. Les personnes qui font ça font prendre un risque colossal à vous, à moi, au quotidien. Vous, parce que peut-être vous ne vous vaccinez pas, et moi, parce que même vacciné, je risque à ce moment-là d'acquérir la maladie et la transmettre à quelqu'un d'autre. Non, ce discours anti-vax n'est pas acceptable. Et pourtant, vous avez vu que les manifestations grossissent. Alors, il n'y a pas que des anti-vax, c'est des anti-pass sanitaires, mais il y a aussi des anti-vaccins dans ces cortèges qui gonflent. On est passé de 100 000 là, il y a un mois, on est maintenant à 230 000 samedi dernier. Ça vous met en colère ? Je ne suis pas un homme politique. Mais en tant que médecin, qu'il y ait 200 000 personnes dans la rue, ça ne me fait absolument rien. Mais de voir ces gens qui manifestent pour certains contre le vaccin, justement. Alors, vacciner contre le pass sanitaire au nom des libertés, je veux bien, ça peut être un sujet philosophique et on peut discuter, pourquoi pas. Beaucoup de personnes disent « je suis vacciné, mais le pass, je ne suis pas tout à fait d'accord ». À la limite, je peux le comprendre, mais aujourd'hui, dire « je ne veux pas me faire vacciner », je considère que c'est de la manipulation, que les datas ne sont pas solides, que toute une série de fake news qui sont intolérables. Il a été publié cette semaine que sur 55 millions de partages de fake news, 55 millions, l'origine de ces fake news était 12 personnes. 12 personnes. Et ça se propage très vite sur les réseaux. Donc, cette circulation d'informations est inacceptable. Et aujourd'hui, nous voyons, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, les leaders de ces campagnes anti-vaccins avoir attrapé la Covid, en être mort ou déclarer dans un lit de réanimation « S'il vous plaît, vaccinez-vous, j'ai commis une erreur ». C'est possible, ça, de convaincre vraiment les anti-vaccins, les plus convaincus, vous, en tant que médecin, est-ce que vous y arrivez ? Parce que c'est compliqué, hein. Nous, on peut dire tout ce qu'on veut, il y aura toujours un doute sur la parole qui est donnée. Est-ce que vous arrivez à convaincre les personnes qui doutent le plus ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, peut-être je vais vous choquer, mais je pense qu'il y a un temps pour l'information. Il y a un temps personnel pour convaincre quelqu'un, parce que convaincre, ce n'est pas une information globale, c'est un entretien individuel. Il y a un temps pour appliquer les règles. Je pense que nous sommes au temps d'appliquer les règles. Donc il faut que ce soit obligatoire, ça veut dire ? Je pense que nous avons fait une longue période d'information qu'il faut renforcer, qu'il faut continuer. Il faut des entretiens individuels avec chaque personne qui s'oppose. Il devrait être reçu par un médecin, par un pharmacien, par une personne de confiance qui puisse lui expliquer les données. Et je pense qu'après ça, il y a un temps aussi pour appliquer. Nous faisons courir un risque colossal pour la santé de nos compatriotes et pour notre économie et la sécurité de notre pays. Appliquer, parce qu'aujourd'hui, le vaccin n'est pas obligatoire. Donc, quand vous dites qu'il faut appliquer, est-ce que vous pensez que maintenant, il y a urgence à rendre le vaccin obligatoire ? Je pense qu'à un moment, la question va se poser et je pense que le moment est arrivé. Et est-ce que c'est audible ? Vous avez vu que même au sein même de vos équipes, les soignants qui ont jusqu'au 15 septembre, là, pour qui la vaccination devient obligatoire à partir du 15 septembre prochain, il y a des appels à la grève là, qui se multiplient un petit peu. Est-ce que cette obligation vaccinale, elle est audible à l'heure qu'il est ? Je comprends qu'il y ait des réticences et je les respecte. Je les respecte. Mais je pense que pour les soignants, comme pour la fonction publique en général, comme pour n'importe lequel de nos concitoyens, nous avons tous une obligation et une responsabilité vis-à-vis du collectif. Et aujourd'hui, dire « je ne me vaccine pas » signifie prendre un risque individuel, mais signifie surtout faire courir un risque collectif à la population. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés que nous voyons, et je pense que les Antilles devraient être l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, il faut vacciner. Il y a la question des formes graves qui sont évitées par le vaccin. Il y a aussi la question de la transmission. Est-ce que c'est flou pour beaucoup de gens ? Est-ce qu'on est capable de savoir aujourd'hui à quel point le vaccin réduit le risque de transmettre ? On a les chiffres. Le vaccin réduit de au moins la moitié le nombre de nouvelles acquisitions lorsqu'on parle d'un contact identifié, de moitié. Et il réduit également de 2/3 le risque de contaminer une autre personne par plusieurs mécanismes. Probablement un, c'est que le temps
pendant lequel on crache du virus est plus court. Et l'autre mécanisme, c'est que la charge virale réduit beaucoup plus rapidement, on est donc moins infectant. Ça n'empêche qu'il faut continuer à porter le masque, mais le vaccin est un élément central de la stratégie, à long cours, à moyen et long cours. À court terme, le seul moyen, c'est ce qui malheureusement a dû être fait aux Antilles, c'est le confinement, voire un confinement très strict. C'est le seul moyen de faire un bloc et de bloquer la transmission virale. Et est-ce que, alors pour quand même faire un peu le bilan, on est à 2 jours maintenant, 2 jours après la mise en place de cette extension du pass sanitaire, est-ce que ça c'est un bon outil aussi pour essayer d'améliorer cette situation qui est très inquiétante selon vos mots? C'est un outil, bien sûr que c'est un outil. Est-ce que c'est le bon outil? Aujourd'hui, c'est probablement une des choses que nous pouvons faire sans avoir à confiner. Sans avoir à remettre un couvre-feu, sans avoir à redire « fermez-moi » des magasins, des centres commerciaux et des restaurants. C'est quelque chose qu'on peut faire, qui garde donc des libertés. Et je ne le dis pas parce que je veux défendre le gouvernement, j'essaye d'être pragmatique. C'est une des choses qu'on peut faire pour essayer de préserver les libertés individuelles et garantir à chaque Français qu'il peut continuer à travailler, qu'il peut continuer à faire ses affaires, qu'il peut garder son restaurant ouvert pour les restaurateurs. À côté de ça, bien sûr qu'il y a des contraintes, mais les contraintes me semblent immensément plus faibles que le niveau de contrainte que serait un couvre-feu ou la fermeture de ce qu'on a appelé, par exemple, les commerces non essentiels. Mais est-ce que ça vous semble suffisant ou est-ce qu'il faut faire plus dès maintenant, selon vous? Je pense que pour le moment, à l'échelle de la métropole, c'est suffisant. Il faudra voir qu'est-ce qui va se passer vraiment au retour des vacances, au moment que le virus va être étalé un peu partout et qu'on va regarder comment ça va circuler. Quel va être aussi le niveau de sérieux, de responsabilité de chaque Français. Je fais confiance que chacun d'entre nous, et je le vois au quotidien, les gens sont respectueux. Je vois les gens respectueux, faire attention et se protéger et protéger les autres. Vous savez, porter le masque protège beaucoup plus les autres. Et donc, c'est essentiel cet engagement. Merci beaucoup, professeur. Merci.